C'est parti, on y va. C'est parti. Arena Podcast dans les coulisses du football. Aujourd'hui, c'est avec un immense honneur. Un immense honneur parce qu'on a, moi je peux me permettre de dire pour la première fois, on a une vraie star avec nous. Oui. Et je laisse à Ibou, qui connaît beaucoup mieux l'histoire de ces joueurs, et je te laisse présenter Ibou. Les gars, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une superstar. Quelqu'un qui, pour nous, déjà par ses valeurs, c'est extraordinaire. En dehors même du foot, toujours le sourire. Il y a toujours un mot, toujours une dispo. Et je ne vais pas décliner ce que tu as fait. C'est même pas utile. Parce que pour moi, tu es un joueur, on va dire, planétaire. Okay, tout le monde te connaît. Et voilà, donc tu rends fier aussi le continent africain. On a essayé. Voilà. Et aujourd'hui, nous présentons Mamadou Niang. Mamadou Niang. Merci. L'attaquant de l'OM. L'ex-attaquant de l'OM. Exactement. Par contre, j'ai une première question. Je suis obligé de commencer par là. Dis-moi. Mamad, comment tu fais ce double accélération? C'était quoi ton secret? Parce que moi, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Non. Ça a été inné en moi depuis que je suis petit. J'ai eu ce style de jeu où c'est souvent par rapport à l'adversaire, essayer de ralentir pour que l'adversaire marque le pas et re-accélérer derrière pour qu'il ait ce temps de retard et prendre le dessus sur lui sur les 5-10 premiers mètres et faire la différence. Mais c'est même pas ça, trop. C'est la sensibilité qu'a les grands joueurs, qui nous, les mortels, ouais. On n'arrive pas à reproduire. Ça, c'est du don. C'est du don, c'est du don, c'est du travail, c'est quoi? C'est du travail. Non, c'est du travail. C'est sûr qu'il y en a, ils ont ce don. Les grands joueurs qui ont ce don, bon, on ne va pas les citer, même si tout le monde pense savoir de qui je parle. Quand je parle de ce don, je parle de Messi, de Ben Arfa, des joueurs qui sont nés avec ça. Et il y a d'autres où il a fallu beaucoup de travail, dont je fais partie, dont pratiquement 90% des footballeurs professionnels en font partie. C'est beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup d'investissement et beaucoup de sacrifices surtout. Mais pour essayer de comprendre un peu plus cette double accélération, parce que c'est pas juste un truc comme ça que j'amène, mais est-ce que chez toi on l'a détecté très tôt et tu t'es dit, ou tes coachs t'ont dit, on va travailler sur ça? Est-ce que tu peux nous donner des tips là-dessus? Non, parce que, bon, après, contrairement à la nouvelle génération où les parents sont beaucoup plus investis, où les éducateurs essaient d'être patients, ils ont cette patience avec les parents. Moi, quand j'étais petit, le foot, ça a toujours été un jeu, ça a toujours été un plaisir. Donc, on ne me disait pas de faire comme ça, de travailler plus ça ou de travailler moins ça. On me disait de m'amuser, de profiter et de jouer, de prendre du plaisir. C'est ce que je me suis toujours efforcé de faire. Le foot, je l'ai vraiment pris au sérieux, vraiment qu'à partir de 18 ans, vraiment. Même en U17 nationaux, ça restait un jeu pour moi. Même si je rêvais de faire une carrière professionnelle, ce n'était pas une obsession. Chaque fois que j'étais sur un terrain pour l'entraînement, j'essayais de prendre le maximum de plaisir. Et pour les matchs, j'essayais de faire la même chose, de prendre le maximum de plaisir. Et après, c'est devenu vraiment, vraiment sérieux. Donc, il n'y a pas un moment où on m'a dit de plus travailler que ça. On me faisait travailler tout. On ne me disait pas travailler sur ça ou sur ça. Et c'est moi, de moi-même, j'essayais de travailler plus sur mes qualités et de pas de faire abstraction de mes défauts, mais de travailler plus sur mes qualités. Et après, pour poursuivre un petit peu, j'arrive pas à savoir. Est-ce que tu préfères jouer plus à gauche, axe ou à droite? Parce qu'à moi, ça pouvait poser question. C'est l'éternelle question. Ouais. C'est vrai que j'ai été formé en tant qu'attaquant axial. Ouais. J'ai vraiment été déporté sur le flanc gauche qu'à partir de 2006. Ouais. Quand le coach avait besoin de moi à ce poste. Et j'étais performant à ce poste. Donc, il a décidé de me maintenir à ce poste durant pratiquement toute ma carrière à l'OM, même si des fois je rebasculais en pointe quand on avait des matchs compliqués ou quand il décidait de jouer avec une seule pointe. Mais comme notre système de jeu était basé plus sur le 4-3-3, souvent je jouais sur le côté gauche. Tu es gaucher ou droitier? Droitier. Droitier, hein? Droitier, ouais. Mais je me débrouille pas mal avec le pied gauche. Tu arrives en France, tu as 1 an, tu déménages avec tes parents. Ouais. Bon, tu commences à jouer au foot, tu passes par les centres de formation de l'Havre. Ouais. Saint-André Saint-André-les-Vergers. Et après, 3. Et après les Stacks, ouais, 3. Ok. Ouais.
cette compréhension, cette exigence de coach qui après tu deviens un spécialiste, ça vient quand tu es déjà pro à Marseille? Non. Comme je l'ai dit, c'est venu très tard l'exigence parce que entre Le Havre et Troyes, je suis passé par Saint-André-les-Vergers, qui était un club amateur, qui était un club de Régional 2. À l'époque, ça s'appelait DHR, où j'ai dû travailler pour pouvoir gagner ma vie. Et le foot restait un loisir. Parce qu'après le boulot, j'avais entraînement le soir 18h, 19h, où je m'amusais avec mes potes, je m'amusais avec mes collègues et on avait fait une super saison en DHR. Et l'Estac a décidé de me reprendre l'année d'après. J'ai fait qu'un an à Saint-André-les-Vergers. Et là, j'ai vraiment commencé à prendre l'exigence du très haut niveau. Et je me suis adapté très vite. Vraiment de la DHR à la CFA. Je me suis adapté très très vite. J'étais très bon. Et en quelques mois, je suis monté directement en équipe première. Et tu as toujours eu quelqu'un qui suivait tes perfs, qui était là, qui à un moment donné, il croyait en toi, il a essayé de te pousser. Oui, mais ça, c'était pas des gens qui étaient dans le milieu du style agent de joueur ou quoi que ce soit. Non, c'était plus les grands du quartier, qui voyaient en moi un potentiel, donc étaient là derrière moi pour pas que je fasse des bêtises. Okay. Parce que comme tu sais, quand on est enfant, on est souvent amené à être, on va dire, entre guillemets, engrainé, influencé, des fois dans le mauvais sens, et à faire des bêtises. Et grâce à Dieu, moi j'ai eu la chance de connaître des grands du quartier qui s'appellent Osinkiar ou Fauzi Chtiwi, qui à chaque fois ont su me rattraper au bon moment pour pouvoir me remettre dans le droit chemin et m'aider à faire en sorte que je sorte du quartier pour éviter que j'ai à tomber dans le mauvais côté et aller sur le bon chemin. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes? Parce que tu vois, moi, par exemple, je suis coach sur les U16 du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes, tu vois? Parce que souvent, ils disent « Ouais, mais moi, je veux aller en centre de formation, jouer et tout ça. » Ils se disent que s'ils ne sont pas rentrés en centre de formation, c'est terminé. Est-ce que tu as un mot pour ces jeunes-là qui nous écoutent aujourd'hui? Bien sûr, parce que moi, je suis bien placé pour en parler, parce que je viens du milieu amateur aussi. J'étais au centre de formation, mais j'ai basculé dans un club amateur. En DHR, c'était Régional 2, je te le rappelle. C'était un niveau qui était très bas, mais ça ne m'a pas empêché de passer très rapidement professionnel et d'avoir eu la carrière que j'ai eue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut arriver en niveau professionnel par plusieurs chemins. Pas obligatoirement passer par les clubs pro, parce que moi je connais beaucoup plus de joueurs qui sont passés par le milieu amateur et des bons joueurs. Je peux te les citer. Il y a eu Ribéry, il y a eu Nasri, il y a eu Valbona, pour ne citer qu'eux, qui sont eux aussi viennent du milieu amateur et ont eu une grande carrière internationale française avec des nombreuses sélections. Il y a énormément de bons éducateurs dans les clubs amateurs, énormément, qui s'investissent énormément et pour la plupart bénévolement, qui sont là, qui se donnent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur amour pour les gamins qui sont dans les milieux amateurs. Moi, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de les écouter. Les écouter, parce qu'ils sont là pour eux, ils sont là pour les aider, et même si ils finiront pas tous professionnels, il ne faut pas se voiler la face. C'est seulement 3%, que ce soit dans les clubs professionnels, centres de formation, ou que ce soit dans les clubs amateurs, c'est le même pourcentage. Il y aura 3 ou 4% d'entre eux qui finiront un jour professionnel, mais le fait de passer par des clubs sérieux, ça permet de donner aussi une bonne éducation aux enfants. Ça permet aussi de préparer pas des footballeurs, mais des hommes pour affronter la vie. Ça, c'est très important. Donc, tu n'es pas tombé dans la bêtise. Grâce à Dieu, comme je l'ai dit, plusieurs fois, j'ai failli être influencé, mais j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, d'avoir des personnes bienveillantes, les grands du quartier, qui ont été bienveillants envers moi et qui ont fait vraiment en sorte de tout faire pour m'aider à pas tomber dans ce système-là. Après, parfois, c'est vrai que dans le foot, tu l'as dit, hein, on peut tomber comme ça dans des choses un peu malveillantes et tout ça. Et il y a aussi l'injustice que tu as connue. Tu peux nous en toucher un mot, s'il te plaît, Mamad? Comment on gère ça? Pour aller chercher au plus haut. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit passer par ça
pour aller chercher au plus haut. Faut passer au-dessus de ça parce qu'on est souvent là. J'aime à expliquer aux gamins, parce que souvent j'entends un gamin, oui, mais c'est pas normal, lui, pourquoi lui, parce que lui, faut regarder sa propre personne et son propre parcours. C'est comme ça, il faut féliciter la personne qui obtient en face de soi. Moi, si demain lui il joue, faut l'encourager et le féliciter. Et toi, tu dois travailler encore plus. Ça veut dire qu'il te reste quelque chose à travailler et à peaufiner pour pouvoir, toi, plus tard, être amené à avoir la chance de passer comme lui dans une catégorie au-dessus. Les éducateurs, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Peut-être il y a un joueur qui va être techniquement meilleur qu'un autre joueur, mais le joueur moins bon va peut-être passer plus vite que lui. Pourquoi? Parce qu'ils vont déceler chez le joueur moins joueur beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de capacité à écouter, moins dispersé, rigueur, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et c'est tout un ensemble. Ils ne regardent pas que le côté terrain. Ils regardent le côté comportement aussi. Ils regardent le côté application. Ils regardent le côté sérieux. C'est tout cet ensemble-là qui font que tu passeras au-dessus. Mais si tu es bon sur le terrain et en dehors, tu es tout le temps en retard, tu n'appliques pas les consignes, tu es tout le temps en train de râler, tu as une mauvaise attitude, tu as un mauvais comportement, ça, tu ne passeras pas au-dessus. C'est un ensemble qui feront que tu passeras au-dessus. C'est quoi les sensations quand tu signes pro? Je suis arrivé, il faut se maintenir. C'est quoi les préoccupations dans ces moments-là? Des choses qu'il faut faire attention. Non. Quand tu signes ton premier contrat professionnel, bien sûr, tu es heureux parce que tu as travaillé, je veux dire entre guillemets, parce que moi, comme je l'ai dit au début, c'était un plaisir, c'était un jeu. Mais quand j'ai commencé à le prendre au sérieux, quand j'ai signé pro, mon premier contrat, j'étais heureux, mais sans plus. J'étais heureux sans plus parce que pour moi, c'était pas une fin en soi. Tu vois, ça y est, j'ai signé pro. Le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Maintenant, est-ce que je vais signer, je vais faire 3-4 années, sans quelconque, ou je vais durer et perdurer et progresser et avoir un autre statut. Et c'était ça, à chaque fois, il faut se fixer des objectifs. Ton objectif premier, c'est de signer pro. Ok, tu y es arrivé. Maintenant, ton deuxième objectif, c'est quoi? De t'imposer pour jouer régulièrement en équipe première, ensuite pour jouer titulaire en équipe première, ensuite pour changer et aller dans un club plus UP, etc. Et à chaque fois, tu te fixes des objectifs. Mais le contrat pro, comme tu as dit, tu l'as si bien dit, c'est qu'une étape dans une carrière. Mamad, tu passes tes premières années à Troyes. Très belles années, ouais. Très bonnes années. Strasbourg, et après tu arrives à Olympique de Marseille. C'est quoi ça? Il y a eu entre Troyes et Strasbourg, il y a eu le FC Metz. Exactement. Il y a eu le FC Metz. Et quand tu arrives à Olympique de Marseille, c'est une autre dimension. Bien sûr, c'est une autre dimension. C'est un rêve parce que nous, on a été bercés par la grande équipe de 91, la grande équipe de 96, la finale de la Coupe d'Europe. Donc on a tous été fans quand on était petits de Chris Waddle, de David Pelé, de Allen Boxic, de Rudy Voller. On a tous été fans de ces joueurs-là et de ce logo. Et de ce logo surtout. Et de ce que ça représente, l'Olympique de Marseille, ce maillot. Donc... Si retrouver dans ces vestiaires-là, c'est quoi? Moi, en fait, quand j'ai signé, je revenais de sélection. Okay. En fait, je revenais de sélection. J'étais dans la période d'été là où on jouait les qualifs pour la Coupe du Monde. Ouais. Donc, quand j'ai signé, je les ai rejoints en stage directement. On était à Evian. Okay. Donc, je les ai rejoints en stage. Donc, j'ai mis à peu près une semaine, 10 jours avant de voir vraiment les vestiaires de l'Olympique de Marseille. Mais c'est sûr que la première fois que j'ai mis un pied au centre d'entraînement à la commanderie, c'était un rêve qui se réalisait. Tu sais que maintenant tu joues à l'Olympique de Marseille et voilà, fallait juste se retrousser les manches parce que c'est comme je t'ai dit, c'est une étape aussi que je venais de franchir. C'était un objectif que je venais encore d'atteindre et maintenant j'avais encore d'autres objectifs, c'était de m'imposer à l'Olympique de Marseille. Et comment tu gérais ces émotions-là à ce moment-là? Ça veut dire que tu es là, tu as des joueurs qui sont connus. Comment tu gères cette émotion-là et comment tu restes, Mamadou Niang? Non. Après, à partir du moment où je fais partie de cet effectif-là et que je joue dans cette équipe-là, on est tous au même niveau. Donc, cette pression-là, je la sentais pas. Je la sentais pas parce que on est dans le même vestiaire, on est sur le même terrain, on se douche dans les mêmes douches, on est tous pareils. On est tous jugés au même niveau et il fallait se faire sa place. Et je pense que la pression a venu plus
de ce qui se passait en dehors, c'est-à-dire la pression populaire, l'engouement qu'il y a dans cette ville de Marseille, les supporters. Tout ça, c'était ça qui était vraiment dur à gérer parce que c'est énormément de pression. Beaucoup pensent que c'est facile de jouer à l'Olympique de Marseille, mais jouer à l'Olympique de Marseille, c'est très dur. Ça demande beaucoup d'exigences et ça demande beaucoup de pression parce que le public est très exigeant. Les supporters marseillais sont très exigeants. Il faut répondre présent à chaque match. Et ils ne demandent pas particulièrement d'être bon à chaque match, mais au moins, le minimum que tu dois faire, c'est de tout donner à chaque match. Et c'est ça qu'ils demandent. Donc, c'est pour ça que moi, ça s'est bien passé avec l'OM. Tu peux nous décrire ton... Ryan, il a une question. Il parle rarement, mais là, aujourd'hui, il pose des questions. T'as vu? Non, moi, tu connais, moi, je suis un jeune, tout ça. Moi, je voulais juste savoir... Ça s'est passé comment ton premier Marseille-PSG, genre le classique, le tout premier? Tu étais titulaire, Niang, au premier match? Oui, j'étais titulaire, on avait gagné 1-0. C'était un match compliqué, un match très dur, un match fermé. Ça s'est joué beaucoup stressé. Paris ou ici? Non, mes souvenirs sont bons, c'était au Vélodrome. Ouais. C'était au Vélodrome, le match retour c'était à Paris où on n'avait pas joué au parc et c'était un rêve pour moi de jouer un classico au parc. Ouais. Mais c'était à la période où il y avait, ils avaient refusé le déplacement des supporters marseillais et nous par solidarité, surtout Pape Diouf, par solidarité avait décidé de ne pas envoyer l'équipe première mais plutôt les minots qui avaient été au parc et ils avaient fait 0-0 au parc. Et bon, j'étais content. L'équipe avait bien performé au Parc des Princes, mais j'étais déçu un petit peu parce que je voulais jouer ce classico au Parc des Princes pour ma première année à Marseille. Bon, donc j'ai dû attendre la deuxième année pour jouer un classico au Parc. Mais pour mon premier classico au Vélodrome, c'était un match, je me rappelle, nerveusement, qui était très très tendu. Les jambes qui bougeaient? Beaucoup, les jambes qui bougeaient beaucoup. Le second souffle très dur à trouver. Un match très dur, très fermé. Qui s'est décidé d'ailleurs sur un coup de pied arrêté, sur un corner de Samir qui met sur la tête de Lorixana. On gagne 1-0, on était soulagé de gagner 1-0, mais j'ai le souvenir que ça a été un match très compliqué. Des matchs comme ça, tu as vu, on a technique pour essayer de rester concentré? Tu peux tout essayer, mais la pression fait partie du foot, hein, même si on a beaucoup qui disent on n'a pas de pression, c'est sûr qu'on arrivait à gérer le stress la semaine avant le match ou les jours précédant le match, mais quand tu arrives le jour du match où tu fais la mise au vert et que le jour du match tu te lèves pour le petit déjeuner, tu sens la pression déjà un petit peu monter, tu sens l'envie, tu as envie d'en découdre et la journée tout d'un coup te paraît beaucoup plus longue. Tu as envie que ça passe vite pour que on va tout de suite au stade, échauffement, on rentre sur le terrain, on joue et voilà. Mais voilà, l'attente fait que petit à petit ça fait monter la pression. Juste comme ça, si tu arrives à te remémorer, ton premier but avec Marseille, est-ce que tu peux nous décrire le sentiment que tu avais? Premier but, attends. Ouais, je sais que tu en as marqué 100 quand même, mais le premier. But, je crois, mon premier but, c'était en Coupe Intertoto à l'extérieur contre les Young Boys de Berne. Ah, c'était contre les Suisses. Ouais. Avec une équipe. Non, là, le sentiment. Mais, allez, au Vélodrome. Ton premier but au Vélodrome. Je sais que c'est pas évident au Vélodrome de marquer. Hein. Mon premier but au Vélodrome, je ne sais pas si j'en ai souvenir. Je crois que ça doit. Je ne sais plus. Tu regardes souvent tes buts? Non, mais je tombe souvent dessus sur les réseaux sociaux ou je tombe sur des highlights où on montre souvent mes buts. Et quand tu regardes, tu dis putain, celui-là, c'était le plus beau. Ouais, non, bien sûr. C'était lequel? À Marseille, j'en ai marqué 100. J'en ai marqué un à Nantes qui était pas mal. Ouais. J'en ai marqué un contre Montpellier qui a été élu plus beau but de Ligue 1. Ouais. J'en ai marqué un avec 3 qui était exceptionnel. J'en ai marqué 2 beaux avec Strasbourg. Donc ça va être difficile pour moi de dire quel a été le plus beau but parce que chaque but est différent. Il est assez important, voilà, ces moments. Voilà, c'est par exemple le but du titre contre Rennes, c'est pas le plus beau. Mais c'est celui-là en termes d'émotion qui m'a apporté le plus de joie. Tu vois, donc celui-là, c'est sûr que je m'en souviendrai toute ma vie. Que les autres, oui, ils sont beaux, mais en termes d'émotion, c'était pas la même chose. Juste pour revenir sur la saison 2009-2010, par exemple. Est-ce que pour toi, c'est ta meilleure saison? La saison 2008-2009 a été pas mal non plus, oui, parce qu'avec Guéret, on avait été très performants. J'ai souvenir de
de ces saisons-là. Si on ne tombe pas contre une équipe de Bordeaux qui fait 13 victoires en 13 matchs, c'est nous qui terminons champions. Parce qu'au final, on termine qu'à 1 ou 2 points de Bordeaux. Et on ayant perdu l'avant-dernier match contre Lyon à domicile, où Benzema nous avait fait très mal. Et Bordeaux nous passe devant sur l'avant-dernier match. Et on termine qu'à 1,2, mais en sachant qu'ils ont fait 13 victoires de suite. Donc, ça enlèverait à la saison qu'on avait fait, parce que c'est des choses qui arrivent qu'une seule fois dans une vie, où tu vois une équipe faire gagner 13 matchs et te passer devant. Et on avait fait une super saison avec Eric Guérès. On avait fait vraiment, vraiment quelque chose d'énorme en championnat. On a fait la Coupe d'Europe où c'était pas mal, où on aurait pu faire mieux, mais malheureusement, on s'était fait éliminer contre le Zénith Saint-Pétersbourg de Arshavin, qui gagne cette année-là l'Europa League. Donc on s'était fait éliminer contre une bonne équipe, la preuve. Et non, on a fait la saison 2008 et 2009. La saison 2009-2010, c'est mes meilleures saisons, c'est vrai, mais les deux étaient complets. Tu es le buteur de la Ligue 1 ? Ouais, il y a des titres. La doublée ? Oui, l'année 2009-2010, c'est la plus belle parce qu'il y a les titres au bout. C'est ça. C'est ça. En termes de contenu, je te parle, mais en termes de qualité de jeu, ça a été incroyable en 2008-2009. Et je marque beaucoup de buts. Ouais. Et je deviens capitaine en 2008-2009. C'est là que je voulais t'amener. Voilà. Parce que c'est là où tu as le brassard. C'est là que je deviens capitaine en 2008-2009. Et après, mais 2009-2010, c'est vrai que c'est l'accomplissement de tout un travail qui a été fait avant aussi. Que ce soit nous les joueurs, mais c'est aussi la direction, parce qu'ils ont apporté les joueurs qui manquaient, les pièces du puzzle qui manquaient pour pouvoir gagner les titres qu'on a gagnés après en 2009-2010 et même après. En termes de recrues, quand tu recrutes Souleymane Diawara, quand tu recrutes Lucho Gonzalez, quand tu recrutes Gabi Heinze, quand tu recrutes Edouard Cissé, c'est des joueurs qui ont l'habitude de ces compétitions-là. C'est des joueurs qui sont habitués à gagner aussi, et c'est sûr que ça t'apporte un apport et que tout de suite tu vois la différence. Est-ce qu'à Marseille, en tant que capitaine, comme tu étais là, est-ce que on t'approche pour te dire, tiens, est-ce que tu vois comme joueur, qu'est-ce qu'on pourrait compléter ? Est-ce que tu es sollicité un petit peu ? Non, pas du tout. Pas spécialement. De temps en temps, on vient t'en parler pour te dire, oui, tiens, on est sur ce joueur-là, qu'est-ce que tu en penses et tout. Mais généralement, c'est plus le directeur sportif, le coach, le président, etc., qui font leur réunion pour cibler un peu en termes de joueurs, qu'est-ce qu'il nous faudrait l'année prochaine pour pouvoir être plus performant et pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et le travail cette année-là avait très bien été réalisé. Mamad, j'ai une question par rapport au brassard. On sait que parfois on a le brassard parce qu'on a la grinta, parfois on est technique, parfois voilà, et un brassard il peut être mérité par plusieurs choses. Quand le coach il arrive, il te donne le brassard. C'était quoi le discours? Tu te souviens? Et pourquoi tu as osé le brassard? Non, je ne l'ai pas su. En fait, il s'était passé un incident. Déjà, elle était très contente de mes performances. Elle était très contente de mes performances. Et on avait été la semaine d'avant, on avait été à Porto, en Ligue des Champions. J'avais marqué là-bas, mais j'étais blessé. Mais il m'avait fait jouer quand même. Et je marque là-bas. Il me fait sortir à 2-1. Moi, je voulais rester sur le terrain parce que j'avais envie d'égaliser. Mais il me fait sortir parce qu'il me dit qu'il avait besoin de moi parce qu'on jouait 3 jours après à Lyon, à Gerland. Ah, ok. Donc, il me fait sortir parce qu'il sait que je suis blessé et qu'il avait besoin de moi. Il m'a dit que le match le plus important, c'était pas pour lui, c'était pas ce soir parce que c'était à Lyon, parce qu'on était mal classé, on était 17e à ce moment-là au classement. Donc, il avait plus besoin de moi pour le championnat pour remonter au classement. Donc, il me fait sortir. J'étais un peu déçu, mais je comprends sa décision. Et le match de Lyon, la veille du match, quand on est au musée ouvert à Lyon, je suis victime d'un cambriolage chez moi et je décide de quitter le rassemblement et je voulais pas jouer. Je voulais rentrer chez moi auprès de ma femme et mes enfants. Et il me rattrape en m'empêchant de partir parce que j'avais déjà commandé le taxi et tout. J'étais prêt à rentrer sur Marseille, mais il m'attrape, il me demande de rester. Le club fait le nécessaire pour assurer la sécurité chez moi. On envoie des agents de sécurité. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai su que ma famille et ma femme et mes enfants étaient en sécurité, là, je décide de rester à la mise au vert. Et je décide de jouer le match.
Mais ça n'a pas été facile parce que psychologiquement, c'est sûr que ça te rentre dans la tête. C'est chaud. Et voilà, c'est pas la meilleure façon pour un joueur de préparer un match. Mais le lendemain, dès que je suis rentré sur le terrain, j'ai fait tout de suite abstraction de tout ce qui venait de se passer. Et je me suis concentré sur le match. J'ai fait que à penser au match. Et au final, ça s'est bien passé parce qu'on gagne à Gerland. Et je mets un doublé. Et donc, tu es le capitaine là. C'est là que tu prends le brassard. Et le match d'après, à domicile contre le FC Metz, quand il donne la composition d'équipe, à la fin de sa causerie, il dit capitaine Mamadou Niang. Et moi, je suis surpris aussi parce que je ne m'attendais pas à être capitaine sur le match. Mais en gros, ce qu'il explique quand il me nomme capitaine, c'est qu'il voulait me récompenser de tout mon investissement que j'ai eu sur les dernières semaines, de tout le professionnalisme que j'ai eu à l'entraînement et en match, avec un moment difficile de toujours d'avoir rien lâché. Et il voulait quelque part me montrer qu'il me soutenait et qu'il avait confiance en moi. Et c'était une grande marque de confiance de sa part. Et après, j'ai eu le brassard à ce moment-là. Et c'est madame qui dit, vas-y, va jouer, on est bien. Oui, après quand les agents de la parce que c'est madame qui décide, on sait très bien. Hein, oui, c'est toujours madame qui à décide. partir du moment où elle s'est sentie en sécurité, c'est sûr qu'elle m'a dit, tu peux rester. Vous êtes bien, on est bien, vas-y. Elle m'a dit, tu peux rester, tu peux jouer le match, t'inquiète pas pour nous, tout va bien se passer. Et puis finalement, je décide de rester. Et bien m'en a fait parce qu'on gagne et je mets un doublé. Magnifique. Et là, tu restes capitaine pendant combien de temps? Jusqu'à le titre, jusqu'à champion de France. C'est beau. Hein. Après champion de France, ils ont dit c'est bon, vas-y, t'as fini. Et, juste pour essayer de comprendre un petit peu, Mamadou Niang, capitaine, qu'est-ce qu'il dit dans les vestiaires? Qu'est-ce que tu transmets, surtout dans un vestiaire comme l'OM? Oui, parce que tu passes en autre dimension, quoi. Toi, les mecs, ils ont envie d'écouter ton mot, quoi. Moi, j'étais plus un leader sur le terrain. Technique. Ok. Tu vois? Technique? Voilà, par rapport à ce que l'énergie que je mettais sur le terrain, c'était plus ça mon rôle. Dans les vestiaires, oui, c'est vrai que par moment, j'avais la parole et je me devais de prendre la parole aussi parce que c'est un peu mon rôle. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance, en 2009-2010, d'avoir des joueurs de vestiaire, comme Gabriel Heinze, qui était quelqu'un de très important. Il a gagné énormément de titres. Il a joué au Real Madrid, il a joué à Manchester City. Il avait l'expérience, il avait le charisme. Donc, il prenait énormément de la parole. Donc, ça me soulageait. Il y avait des joueurs comme Souleymane Diawara. Il y avait des joueurs comme Stéphane Mbia. Lorik Sana, il était là encore hein? Lorik Sana, il était là. Non, Lorik Sana n'était plus là. Il était plus là déjà. Lorik Sana n'était plus là. Il y avait Edouard Cissé. Ouais. Edouard Cissé qui était là, qui prenait énormément la parole, mais j'avais aussi des Benoît Chirou. J'avais beaucoup de gens qui arrivaient à me soulager en termes de trucs, et c'était des grands professionnels. Partager la responsabilité. Partager la responsabilité, et c'était des très grands professionnels. Et chaque match, ils prenaient la parole, et ça me soulageait énormément. Et moi, sur le terrain, bien sûr, voilà, juste avant les matchs, des buts, quoi. Voilà, là, je prenais la parole pour un peu motiver encourager et tout ça. Mais c'était pas un rôle difficile pour moi parce que j'ai eu l'aide de mes coéquipiers. On sait que le public marseillais, c'est un public particulier. Comment tu as réussi à adopter, entre guillemets, ce public avec toi? Comme tu l'as dit, le public marseillais, c'est vrai que c'est un public qui est très exigeant, mais qui sait reconnaître quelqu'un qui donne tout. Et tu peux passer à travers d'autres matchs, mais si ils voient que sur le terrain, tu es engagé, tu as investi, tu cours, tu donnes tout pour ce maillot, ils seront pardonnés. Mais s'ils voient que même si tu fais un bon match, que physiquement tu ne donnes pas tout sur le terrain, que tu ne fais pas toutes les courses qu'il faut, que tu t'investis pas plus que ça, là c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus critiques et beaucoup plus durs envers toi. Mamad, à chaque fois que tu as marqué un but, pour l'attaquant, pour celui-là qui marque, entendre le stade, j'imagine que c'est quelque chose d'unique. Même si c'est un travail en équipe. Il n'y a pas d'émotion comparable. Non, ça te manque ça? Que de marquer au Vélodrome. C'est vraiment la seule chose qui me manque. Parce que moi, depuis que j'ai arrêté le foot, je n'ai pas ressenti le manque que certains joueurs... C'est bruit qui arrive comme une vague. Et que tu te dis, putain, il est dedans. C'est frisson. C'est chair de poule que les supporters te donnent quand tu marques le but. Et surtout quand c'est des buts décisifs. C'est un sentiment incroyable. Il faut le vivre. Il faut vraiment... parce que même si je t'en parle, tu ne pourras pas le comprendre. C'est ça. Tu vois, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est un sentiment indescriptible. J'imagine que c'est une explosion d'émotions. De la part des supporters, surtout Marseille. J'ai retrouvé ça à Fenerbahçe, où c'est un
très chaud en Turquie. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de quitter Marseille pour aller à Fenerbahçe. Donc en termes d'émotion, ça a été à peu près la même chose en termes de supporters. Mais marqué au Vélodrome, c'est incomparable. Ouais. La partie internationale. Et Je reviens un petit peu. Oui. Non, international dans quel sens? Fenerbahçe ou l'équipe du Sénégal? Sénégal. Allez, on va... Je suis obligé de parler du Sénégal. Allez. Tu peux nous décrire un peu tes émotions avec le Sénégal, avec c'est sûr que ma première sélection, ça a été quelque chose d'incroyable. Pour revêtir le maillot sénégalais, en plus à Dakar. Toi, avec quel âge, J'avais 22 ans. Ouais. J'avais 22 ans. Et revêtir ce maillot-là à Dakar en plus, où il y avait beaucoup de membres de ma famille qui étaient présents. Et surtout, je marque pour ma première sélection. Ah oui. Donc c'était un truc de fou. C'était un truc magique. Et ça a rendu fier mes parents, parce que mes parents n'étaient pas trop foot. Mais le fait que je joue pour l'équipe nationale du Sénégal, que je marque pour le Sénégal et que voilà, ça les a rendus vraiment fiers. J'imagine. Donc quelque part, tu as été un petit peu un ambassadeur aussi de l'OM transposé au Sénégal. Ouais, je pense que les gens ils associent facilement Mamad, Sénégal, OM. Je pense que l'OM n'avait pas besoin de moi pour être populaire au Sénégal, parce qu'il l'était déjà énormément, parce que c'était le club préféré de beaucoup de pays africains, mais surtout du Sénégal, même si Paris commence à avoir ses fan clubs, machin, mais bon, c'est plus depuis que les Qataris sont arrivés au sein du Paris Saint-Germain, mais avant c'était que l'OM. Tu voyais que l'OM au Sénégal, c'était que des supporters de l'OM, c'était incroyable, et c'est vrai que j'étais beaucoup plus populaire au Sénégal parce que je venais de l'Olympique de Marseille, c'était leur club préféré. Exactement. Donc j'avais plus de fans que d'autres joueurs, c'est vrai. Et je voulais avoir un peu ton sentiment par rapport à Matam. C'était quoi, quand tu as voyagé à Matam, le ressenti de tes parents, la famille et tout ça? Comment tu as géré ça? En fait, comment ça a été passé plus compliqué après, quand je suis devenu pro de la Matam, parce qu'on n'avait pas les mêmes disponibilités, même avec mes parents et tout. Et mes parents, ma mère avait beaucoup que je sois quand je suis là-bas, que je sois avec elle. Mais j'ai des bons souvenirs quand j'étais jeune. J'allais souvent quand j'étais jeune. Et c'est pas Matam. Parce que Matam, c'est la ville où je suis né. C'est là où tu es né. Voilà, mais la ville où il y a ma famille, où il y a mes parents. J'ai pas grandi parce que je suis venu à l'âge de 1 an en France, mais ça s'appelle Champagne. C'est à côté de Matam. Souvent, les gens disent que je viens de Matam parce que je suis né là-bas. C'est ma ville aussi, mais ma vraie ville, c'est Champagne. Mais à chaque fois que je suis là-bas, c'est du bonheur, parce qu'il y a ma grand-mère qui est là-bas, il y a ma famille qui est là-bas aussi, mes parents sont nés là-bas, donc à chaque fois c'est du plaisir. Magnifique. Mamad, on va un peu plus dans le cœur de jeu et les curiosités qui ont des supporters et qu'on aimerait bien partager avec toi. Le défenseur que tu as plus mis en difficulté? Il y en a deux, je dirais. C'est Gérard Piqué. Non, pas Piqué, pardon. Je me suis trompé, c'est Puyol. Carles Puyol, qui est un joueur extraordinaire parce qu'il est dur. Il est vraiment dur sur l'homme. Mais il est correct. Mais il est correct. Il est correct, c'est un joueur de grande classe. C'est pas un joueur qui a du vice, qui est méchant, qui est mesquin. Ça a été très dur de jouer contre lui. Je le reconnais. Joué plusieurs fois? J'ai joué une fois contre lui et ça m'a marqué parce que dans chaque contact, chaque impact qu'il y a eu, à chaque fois, ça a été d'une correction incroyable. Et c'était un joueur à fair play et il m'avait beaucoup marqué, ce défenseur-là. Et le deuxième, je dirais Thiago Silva. Thiago Silva parce que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent dans l'anticipation. Il anticipe tout. Il sautait haut. Il allait vite. Il avait un timing incroyable. C'était un joueur qui était très dur à déborder parce qu'il lisait tout. Souvent, quand attaquant, notre première force, c'est les appels contre-appels. Mais lui, il arrivait à lire tous les appels. Il arrivait à anticiper tous les ballons. Donc, fallait chercher d'autres moyens, c'est-à-dire s'exporter sur le côté, essayer le décaler de l'axe, l'aspirer pour qu'il sorte de l'axe. Ça a été très mentalement, compliqué contre lui. C'est pas mentalement que c'est dur, mais c'est dans le jeu. C'est très dur quand tu es face à des joueurs aussi intelligents que Pas beaucoup d'occasions.
ils te laissent pas beaucoup de centimètres pour t'exprimer. Ils sont toujours là parce que tu as l'impression que tu vas aller plus vite que lui, mais il anticipe tellement bien que tu le débordes jamais. Ah ouais. Donc c'est très compliqué. Et... Proche au micro là, Ryan. Ouais, vas-y. Du coup, je sais pas si, puisque tu as dit, tu voyais des fois des highlights de toi, tout ça et tout. Et il y en a un connu justement contre le PSG. Et je crois que c'est Thiago Silva, où tu es sur le côté, tu fais une talonnade entre deux joueurs du PSG. Je crois que dans l'un des deux, il y a Thiago Silva. C'était du Milan AC. C'est Milan AC. C'était Milan AC, c'était avec Thiago Silva et Zambrotta. Bah justement, c'est ce que je viens de dire. C'est que pour pouvoir le déborder, j'ai dû aller m'exporter sur le côté droit, le faire sortir de l'axe où c'est moins sa zone de confort. Parce que là, il s'est retrouvé limite latérale. Parce qu'il m'a suivi jusqu'au côté. Et c'est là que j'ai pu faire la différence sur ce dribble. On m'en parle souvent. Mais voilà, c'était le genre de choses qu'il fallait faire pour pouvoir... réussir un dribble. Mais après, quand tu te retrouves avec Zambrotta aussi, là, c'est pas très fair play. Hein. C'est sûr que c'est sûr que j'étais face à Zambrotta et Thiago Silva, deux monstres internationaux, deux légendes du football italien et brésilien. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup marqué les gens. Après, pour revenir un petit peu par rapport à les défenseurs qui t'ont mis en difficulté et tout, à l'entraînement, qui te chatouillait les chevilles? Parce que là, on a quand même parlé de Gabriel Heinze. Hein, et après, il y avait qui encore vraiment de rigueux à Marseille en défenseur là? Diawara. Non, Souley, l'entraînement était très correct. Hein, Souley, c'est pas un joueur. Souley en match, il est. Non, Souley, il faut savoir qu'en entraînement, Souley, il va être normal. Tu vois, il va pas casser les il va pas vouloir blesser un de ses coéquipiers. Et je te dirais même encore pire. Il va même s'énerver et s'embrouiller contre un coéquipier qui va avoir blessé un autre coéquipier. Tu vois. Cool, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est très correct à l'entraînement, Souleymane, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Mais après, en match, il se transforme. C'est sûr que tu vois pas le même Souley à l'entraînement que je verrai en match. En match, c'est un monstre. Défensivement, il va être dur sur l'homme, il va très vite, il saute très haut. Souley, c'était un défenseur de classe mondiale. Maintenant, il n'a pas eu la... Pour moi, il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce que Souley, c'était du niveau... Real Madrid, Manchester United, dans les grands clubs comme ça. Moi, je le voyais pour sa qualité défensive. Et voilà, mais c'est un joueur qui a un entraînement qui était pas... Je dirais, entraînement, les joueurs vraiment qui étaient rugueux, qui étaient c'était Modeste Mbami. À l'époque, qui chatouillait beaucoup les chevilles. T'as une discussion avec lui un peu? T'avais Charles Caboret, mais Charles, parce que c'était à peu près normal parce qu'il venait d'arriver, il était jeune et il voulait montrer, il voulait gagner sa place. Donc c'est sûr qu'à l'entraînement, il était toujours à 150%. Et donc au petit, comme toi là. Voilà, des fois, il fallait un peu le canaliser en disant là, tu vas un peu trop fort. Non, Charles, les jeunes, dis-moi. Charles, la première fois, il a annoncé la couleur. On était à l'entraînement, en stage, il venait d'arriver de Libourne. On va s'entraîner sur le synthétique, il avait mis des vissés de sèche. Pourquoi tout ça, quoi? Je lui ai dit, mais Charles, on n'est pas au bled, hein. Ça y est, c'est bon, t'es en France. Mais pas glisser, quoi. T'as le droit de mettre des moulés, tu vois. Et il a dit, non, moi, c'est vissé, machin. Ah oui. Lui, il rigolait même pas, il était même pas venu pour blaguer. Donc, et souvent, je lui ressors cette anecdote-là, et ça me fait rire, tu vois. Je dis, non, mais il avait abusé, mais voilà, c'était côté Charles, il voulait vraiment s'imposer, montrer, parce qu'il venait de Libourne. Il venait d'un petit club et il atterrit à l'Olympique de Marseille et il voulait montrer que voilà, il était là, même s'il venait de Libourne, qu'il avait sa place, qu'il avait mérité de signer dans ce club-là et c'est un super gars. Tu as déjà perdu la tête en entraînement avec quelqu'un qui était rentré dur et Une fois, c'était avec qui? Sur un joueur qui avait fait un vilain tac sur Mathieu Valbuena. Du coup, parce que Valbuena, c'était un joueur qui était... C'était même pas contre toi? Ah non, c'était même pas contre moi, c'était contre Mathieu. Moi, je me suis déjà énervé sur un terrain contre un joueur, c'était à Strasbourg, qui faisait pas les efforts. Parce que moi, il n'y a pas quelque chose qui me mettait le plus en colère que quand je vois l'équipe courir et je vois un qui court pas. Si tu veux pas courir, tu sors. C'est simple. Je préfère mettre un joueur moins fort que toi, mais qui va au moins courir, qui va se défoncer. Et j'ai eu beaucoup de fois, on m'a souvent traité de joueur qui a un mauvais caractère. Non, c'est pas un mauvais caractère, c'est que je veux voir tout le monde courir. Tu vois, c'est pas moi je vais courir, l'autre tu vas courir, l'autre tu vas faire les efforts et l'autre je vais le voir marcher. C'est pas l'état d'esprit que je voulais. Là, tu as pris la tête sur le terrain. Sur le terrain, en plein match et après grosse embrouille dans les vestiaires. Ah ouais. Grosse embrouille dans les vestiaires. Ouais, grosse embrouille dans les vestiaires. Bah, on nous a séparés
Ah oui, Il nous a séparés, oui, mais c'était gros embrouille. Et au final, deuxième mi-temps, il a fait une superbe deuxième mi-temps et c'est bon. il marque le deuxième but sur une passe décisive de ma part. Alors que je pouvais marquer, mais je lui fais la passe. Et il marque, il est content. À la fin du match, il me remercie. Et je lui ai dit, tu vois, quand tu fais les efforts, tu es récompensé. Mais si tu traînes la patte et tout, déjà, tu vas énerver tous les autres joueurs. Et même toi-même, tu vas pas être performant, tu vois. Il joue encore là? Non, je crois qu'il a arrêté. C'est Alex Farnerud, c'était à Strasbourg. Ok. Le petit frère de Pontus Farnerud. Mais à l'entraînement, ouais, je m'étais énervé contre un joueur qui avait mis un vilain tacle à Mathieu parce que Mathieu, il avait un jeu un peu qui l'agaçait parce qu'il perdait jamais le ballon. C'est ça. Donc c'était très dur de lui prendre le ballon à l'entraînement. Donc des fois, ça agaçait un peu les joueurs qui venaient et qui le cisaillaient, qui le truc. Et moi, il n'y avait pas quelque chose qui me mettait plus hors de moi que de quelqu'un qui veut blesser un autre coéquipier à lui. C'est pas correct. Tu as une bonne relation avec lui? Avec Mathieu? Oui. Ah oui, super. Mais avec tout le monde, j'avais des bonnes relations. Après, c'est vrai que je suis resté très proche de Mathieu. Peut-être que le fait aussi que je prenne souvent de la défense en entraînement et à montrer que aussi j'aimais tout le monde en général. Mais j'aimais pas, comme tu as dit tout à l'heure, l'injustice. Quand tu viens, tu veux blesser un joueur parce que tu n'arrives pas à lui prendre le ballon ou parce que son jeu t'agace. Pour moi, c'est pas ça le football. Mamad, vas-y, Beau. Ouais, parce que moi parce que je sais que tu es un joueur hyper technique, des petits espaces et tout, tu es capable d'éliminer très rapidement et aussi sur des déplacements et tout pour qu'on puisse te toucher. Est-ce que tu as un joueur vraiment dans ton équipe, tu t'es dit, lui je suis en connexion, il a même pas photo? Ça veut dire que dès que vous êtes sur le terrain, vous allez facilement à vous retrouver. Il y a quelqu'un qui était... J'en ai eu plusieurs. J'ai eu Franck Ribéry quand il est arrivé, j'ai mis Samir. Ouais. Samir, on se trouvait les yeux fermés. J'ai eu Mika Pagis. Mika Pagis qui nous a régalé. Lui, tu n'avais même pas besoin de... Juste tu bougeais un doigt de pied et il savait où mettre le ballon. Mais ça, c'est des choses qu'on parle, qu'on discute, au vestiaire, dans la chambre. Non. La connexion se faisait un peu. Non, c'est en fait, c'est des joueurs tellement intelligents. Et Lucho Gonzalez, Mika Pagis, que avant même d'être sur le terrain, ils ont déjà analysé ton jeu. Ils savent. C'est déjà qu'on... Ils savent où tu aimes bien faire les appels. Ils savent où tu aimes bien recevoir le ballon. Donc déjà, ils sont déjà programmés. Donc quand ils te voient sur le terrain, à partir du moment où tu as bougé, ils savent où tu vas vouloir le ballon. Et ils vont te la mettre au millimètre près. Et moi, ça m'a facilité de jouer avec des joueurs comme ça parce que chaque fois que je faisais un appel, le ballon il arrivait. Toi, c'était plein de joueurs sont des milieux de terrain. Sont des milieux de terrain, eux. Oui. Ribéry, ouais. Oui, mais après j'ai joué aussi avec des attaquants qui étaient. C'est quoi le joué avec Adebayor, on s'entendait très bien. J'ai joué avec Daniel Uboya, on s'entendait très très bien aussi. J'ai joué avec Djibril Cissé où on s'entendait très bien aussi, tu vois. Donc ça s'est senti quand vous êtes séparés tous les deux entre toi et Liboya parce qu'il y avait il y avait un truc. Non. On le connaît sur deux. On fait une super bonne partie de saison. Moi, je venais d'arriver. Lui, ça faisait beaucoup plus longtemps qu'il était dans le club. Et on fait tellement une super bonne saison à deux devant. C'est ça. Que Paris vient le chercher directement en janvier. C'est ça. Donc, il quitte Strasbourg. Moi, d'ailleurs, j'ai eu des petits pépins physiques. C'est pour ça, après, que l'équipe, en termes de résultats, elle a flanché. On a joué le maintien. Ça s'est joué à de peu. Mais parce qu'il m'avait perdu moi pour des pépins physiques. Et ils avaient perdu Daniel au mercato d'hiver. Donc, offensivement, on était largement diminué par rapport à ça. En attaquant, voilà, on parle des défenseurs, on parle des milieux de terrain, les copains et les gardiens. C'était quoi le plus dur? Que tu as dit, putain, marquer contre ces mecs-là aujourd'hui, ça va être chaud. Moi, le meilleur gardien que j'ai connu, c'est Steve Madanda. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Donc, j'étais jamais face à lui. Les entraînements. Mais les entraînements, c'était dur. Entraînement, c'était dur. Tu mettais en difficulté. Ah oui, entraînement, c'était dur. Il était très dur à l'entraînement. Pour marquer, c'était un vrai chat. Pour marquer des buts, c'était mieux de l'avoir dans ton équipe lors des oppositions, des petits jeux, que de l'avoir contre toi. Mais non, il y a eu des très bons gardiens dans le championnat de France. Je pense que la formation des gardiens en France, c'est l'une des meilleures au monde. Tu penses? Il y a eu Goloris, il y a eu Grégory Coupé, contre lequel j'ai joué. J'ai eu Fabien Barthez, j'ai eu Michael Andro, contre lesquels j'ai joué, qui étaient de très grands gardiens. Il y avait Flavio Roma à Monaco, qui était un très très bon gardien aussi. Non, sur ça, on a eu la chance en France d'avoir de très bons gardiens. À chaque fois, c'était difficile de marquer face à ces gardiens-là. Et un gardien avec qui tu te dis, tiens, à chaque fois on se chatouille parce que dès qu'on va commencer le match, il va te chambrer un peu. Ça existe toujours ça. En plus, tu es attaquant. Tu vois, des petits mots, des petits trucs. Non. Tu chambrais les défenseurs.
Quand le ballon est là de l'autre côté, tu t'es approché, tu disais. Moi, je n'étais pas ce non. style de joueur là. Moi, j'étais concentré bien. Il y a des défenseurs qui ont essayé de me déconcentrer. déstabiliser. Ouais, ils ont essayé de me déstabiliser. Pas de l'autre côté, si tu vas pas passer Moi, aujourd'hui. c'était pas mon style à moi. Moi, je me battais avec d'autres armes. C'est vrai qu'il y a des défenseurs qui aiment bien Chambrer, insulter. Ouais, c'est ça. Chambrer, insulter, et parfois très durement, parce qu'il y a des insultes que tu n'acceptes pas, parce qu'on reste des êtres humains aussi, mais tu peux pas réagir, parce que si tu réagis, c'est toi qui es sanctionné. Mais je peux te dire que sur le terrain, il y a vraiment des insultes, des fois, qui dépassent la ligne rouge. qui dépasse la ligne rouge. Ah oui, totalement. Tu parles de racisme. Oui, j'étais confronté à ça, où il y a des défenseurs, souvent c'est pas dans le championnat de France, souvent c'est À l'étranger. En Turquie, par exemple. en Coupe d'Europe. Non, Turquie, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Ok. Turquie, ça s'est bien passé. Non, mais Les Italiens. Quand tu joues en Coupe d'Europe, les Russes, les Italiens, et même Les Italiens. des clubs anglais, parce que Ouais. les clubs anglais, il y avait beaucoup d'étrangers. Tu avais des Ouais. Espagnols, tu avais des Italiens, tu avais des trucs. Et des fois, face à ces joueurs-là, tu entendais des mots. Il fallait vraiment avoir un self-control incroyable et garder son sang-froid pour pas te dégoupiller, parce que des fois, j'étais vraiment à la limite. Aujourd'hui, quand tu vois des matchs qui s'arrêtent à cause de ça, tu es pour? Bien sûr, je suis pour, parce que Tu peux serais pas, capable tu- aujourd'hui? tu peux pas. À ton époque, voilà, il n'y a pas longtemps pouvais que tu as pas. arrêté, Ouais. mais il n'y avait pas ça. Non, Ça ne discutait pas ça. non. Aujourd'hui, on y saute comme ça, tu es capable de lever le bras et dire oh, c'est Bien bon, là, sûr, j'arrête. mais totalement, parce qu'il y a des insultes que tu peux pas accepter. On est là pour un terrain. on est Donc là ça, pour jouer vraiment, un match de c'est- foot. Ouais, ça a parce que débordé ça complètement. déborde complètement, parce que c'est vraiment des insultes très très graves qu'ils disent. Tu vois, pendant 90 minutes on insulte tes parents, des fois tu peux avoir des problèmes familiaux, tu C'est peux ça. avoir la perte d'un être cher de chez toi, ou ton père ou ta mère qui est malade, et qu'on est là à l'insulter pendant 90 minutes. Ah, les mecs ont été au courant de ces situations, Non, par exemple. je sais pas s'ils Ils étaient jouaient au là. courant, non, mais Putain, ça t'insulte. Ouais, c'était pour des Tu vois, ça semaines, te perturbe, Ouais, ça ouais. te touche quand on attaque ta couleur de peau. Quand Ouais. on te traite de négro, de singe, de trick, va manger tes bananes pendant 90 minutes. Tu sais, au bout d'un moment, tu passes au-dessus, mais après, tu peux plus, c'est trop. C'est l'humain. Et après. voilà, et Ouais. tu es obligé de prendre sur toi, parce que si tu réagis, C'est fou. Ouais, c'est toi qui es suspendu. Ouais. Et tu auras beau expliquer, oui, il m'a insulté, Va ils vont dire, expliquer on n'a pas après. entendu. Ouais. Et c'est toi qui vas prendre 3, 4, 6, 10 matchs. Et c'est toi qui es pénalisé. Et ton équipe qui est pénalisée. Alors que c'est le mec qui a cherché pendant tout le match. Donc c'est vrai que par moment, vraiment, psychologiquement, c'est très, très, très dur. Le joueur de haut niveau aujourd'hui, C'est triste ça. il doit être prêt à ça, Mamad, quand on veut toucher le haut niveau. Ouais, bien sûr. Il doit être prêt. Il doit être prêt à ça. C'est pour ça qu'il faut éduquer aussi les gamins à ça. C'est sûr qu'il faut faire des campagnes contre le racisme et comme tu as dit, avoir des gestes forts où les équipes doivent être solidaires et sortir du terrain quand il y a des actes comme arrêter, ça. quoi. Faut arrêter. Quand ça vient des tribunes, tu peux pas gérer. Mais Ouais. quand ça vient de la part d'un joueur ou d'un adversaire, que vous faites le même métier, ça c'est inacceptable. Tu vois. Et les joueurs, faut les éduquer à ça, de garder leur self-control, les gamins surtout, de pas s'énerver, de pas s'emporter, parce que tu te pénalises toi et tu pénalises ton équipe. Mais j'avoue que c'est pas évident. Vas-y. Ah non, c'est juste quelque chose comme le Sénégal était à toucher, même si on est ici pour partager ses contenus avec les autres personnes. Je voudrais juste un petit mot pour rester dans la mémoire du podcast. Voilà, est-ce que tu peux pas, parce qu'on a parlé en off, petit mot par rapport à Alex. Alex de Souza, Ah, c'est en termes de joueur et humainement, c'est quelqu'un d'incroyable. Moi, je le connaissais par rapport aux images que je voyais, aussi au match, parce qu'il faisait partie de l'équipe olympique du Brésil à l'époque avec Ronaldinho et consorts. Et j'entendais beaucoup parler de lui, même en étant en France, en Turquie, parce qu'il a fait des campagnes de Champions League avec Fenerbahçe incroyables. Vous avez battu Chelsea notamment, ils avaient battu des grandes équipes. Ils avaient perdu contre FC, ils avaient même battu le FC Séville au penalty. tu te retrouves avec lui et je me pendant les retrouve, entraînements, je me match, retrouve il est avec ton lui. capitaine, comme tu m'as dit. Charisme Voilà. incroyable, joueur techniquement au-dessus de tout le monde. Il avait un pied gauche, c'était une main. Vision de jeu, c'était exceptionnel. Et non, c'est un monument. De toute façon, en Turquie, à Fenerbahçe, ils lui ont fait une statue. Et ils ont fait une statue, c'est pas rien. C'est un signe fort de J'ai la pas part. les statistiques, mais il t'a fait marquer beaucoup de buts. Cette année-là, on finit champion et il finit meilleur buteur et moi troisième meilleur buteur. Il finit quand même avec 27 buts. Hein. Ah oui. Ouais, c'est Ah, il Pour finit un milieu de avant toi. terrain, Ouais. il finit avant moi. Je finis la saison avec 17 ou 18 buts et lui il finit avec 27 buts alors qu'il est milieu de terrain.
Tu vois, donc c'est une performance incroyable. Tu vois, ça c'est des statistiques d'avant-centre, d'attaquant. Et le deuxième meilleur buteur, c'était Burak Yılmaz, pour te dire. Celui qui est passé par Lille, qui est passé par Galatasaray. Donc c'est dire la performance qu'il avait réalisée cette année-là. Et il avait plus 26 ans. Il avait 34 ans. Donc à 34 ans, réaliser une saison comme il l'avait réalisé, marquer 27 buts en une saison, finir meilleur passeur, meilleur joueur, meilleur passeur et meilleur buteur. Parce qu'il avait fini meilleur passeur aussi. Donc ça prouve la qualité du joueur qu'il a été et du joueur qu'il est. Et en termes de personnes, c'était quelqu'un humainement qui était exceptionnel. Parce que quand nous on est arrivé, les étrangers à l'époque, je me souviens, j'étais venu avec Isserdia. C'est quelqu'un qui nous a tout de suite accueillis, qui nous a tout de suite pris sous son aile, qui nous a tout de suite conseillé, qui nous a tout de suite adoptés. Il savait qu'on était jeunes, qu'on aimait bien un peu rigoler, faire la fête, sortir et tout. Et il était toujours là à nous donner les bons conseils. Allez vous amuser. Mais après demain, l'entraînement, c'est là, c'est ci, c'est ça. Et grâce à lui, on avait réussi des super choses à Fenerbahçe. Top. Magnifique. Et pour essayer de clôturer un peu cette partie internationale, comme on l'avait lancé tout à l'heure, on va dire de ton côté, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal, vu comment c'est parti, est-ce qu'ils sont prêts à aller chercher quelque chose de plus grand encore que la dernière CAN? Oui, bien sûr, mais pas que le Sénégal. Aujourd'hui, on a pu le voir même sur la Coupe d'Afrique. Le Sénégal, aujourd'hui, en termes de formation, en termes de talent qui émerge, on a de quoi voir venir parce que on a vraiment des bons jeunes qui sont en train de monter. On l'a vu dernièrement avec Lamine Camara, on l'a vu avec Pape Matar Sarr, on l'a vu avec Pape Gueye. Et qu'on sort qu'ils arrivent et qu'ils montent. Et il y en a beaucoup d'autres qui arrivent aussi. Donc on a de quoi voir venir l'avenir. Et même en Afrique, on voit le Mali aujourd'hui en termes de qualité. C'est une équipe qui m'avait beaucoup impressionné à la CAN. Malheureusement, ils perdent en quart de finale. Sur un manque d'expérience. Parce que c'était une équipe très jeune. C'est ça. Et ils se font reprendre dans les dernières minutes parce qu'ils ont manqué de maturité, ils ont manqué d'espérance, mais en termes de qualité de jeu, pour moi, c'est l'équipe qui avait le mieux joué sur cette CAN. C'est l'équipe qui m'a fait la meilleure impression et ils ont de quoi aussi voir venir l'avenir. Non, c'est de bon augure pour la suite, mais c'est bien parce que les nations progressent. Le Sénégal progresse, le Maroc progresse, le Mali progresse, la Côte d'Ivoire progresse et on peut espérer un jour être encore plus haut. On l'a vu avec la dernière Coupe du Monde où le Maroc avait atteint les demi-finales. Donc pourquoi pas viser une finale et voir le titre pour un pays africain. Tu suis de près l'Afrique? Évidemment que je suis de près l'Afrique parce que déjà j'ai longtemps évolué en Coupe d'Afrique. Presque 60 présences en national. J'ai fait 4 CAN, j'ai fait 4 Coupes d'Afrique. J'ai fait 4 Coupes d'Afrique et je regarde beaucoup les joueurs africains qui évoluent en Europe et aussi qui évoluent en Afrique où il y a énormément de talent. On a pu le voir cette année, Serhou Guirassy qui finit deuxième meilleur de la Bundesliga derrière un certain Harry Kane, ce qui n'est pas rien. Tu vois. On a Obama qui fait une grande saison avec l'Olympique de Marseille où il marque 31 ou 32 ou 33 buts. On a Lookman qui met un triplé en finale d'Europa League. Mais pour nous citer c'est qu'on a du talent en Afrique. On a du talent et il faut les supporter. Tu vois, il faut les pousser à aller encore plus loin, plus haut. Nous, on est passé là, on nous a peut-être pas assez montré de soutien. Alors nous, ça donne une service de leçon. Et donc, emmener et supporter ces joueurs africains qui évoluent, qui réalisent des grosses performances et les pousser à aller encore plus haut. Tu étais à la CAN? Oui, j'étais pendant un mois. Tu étais là? J'étais pendant un mois, j'ai fait toute la compétition, j'ai vu tous les matchs. J'ai vu en termes de qualité, parce qu'il faut savoir que là-bas, il faisait extrêmement chaud. Et le taux d'humidité était incroyable. Déjà, même nous en tribune, on était en train de souffrir. Donc, ce que les joueurs réalisaient sur le terrain, pour moi, c'était exceptionnel. Souvent, on dit, ouais, mais en termes de rythme et tout. Oui, derrière ta télé, c'est vrai qu'avec la clim, c'est sûr que le rythme te paraît un peu truc. Mais viens sur le terrain, quand il fait 42 degrés et tu as l'impression qu'il en fait 45 et que tu as un taux d'humidité à 80-90, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut respecter ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est incroyable. Ces gamins-là, ils jouent même avec leur santé. Donc, avec les qualités, les conditions qu'il y avait là-bas, pour moi, j'ai vu une superbe CAN, j'ai vu une qualité de jeu incroyable, j'ai vu des équipes incroyables. Et c'est vraiment, pour moi, l'une des meilleures CAN à laquelle j'ai assisté.
Le projet pour clôturer une bonne fois pour toutes sur la partie internationale, est-ce que tu as un projet au Sénégal plus précisément aujourd'hui? Pas à court terme, mais pourquoi pas dans le futur, voir pourquoi pas intégrer, je sais pas, la fédération ou l'équipe nationale pour apporter un peu mon vécu, mon expérience et pouvoir aider à améliorer les choses en termes de football au Sénégal. C'est mon souhait le plus fort parce que bon, écoute, même si les choses se passent très très bien, on a la chance d'avoir un staff très compétent en termes d'Aliou, Cissé, mais aussi avec ses adjoints, avec Lamine Diatta, avec Tony Silva, qui encadre bien la sélection. Et voilà, mais on peut toujours faire mieux. Et si on peut apporter quelque chose, ça sera avec grand plaisir. Tu as parlé de la fédération, donc à niveau manager. Tu as parlé de l'équipe, terrain. Est-ce que toi, on a, pour l'avenir, tu y vois plus sur le terrain, dans la commission technique, travailler avec les jeunes, recrutement, peu importe, au management? Je sais pas, parce que comme je t'ai dit, à court terme, je sais pas. Tu es en train de découvrir là, voilà, ton après-carrière? Voilà, comme je t'ai dit, à court terme, non. Moi, je veux être quelque part où je vais être utile. Parce que dire je vais être entraîneur, tout le monde peut devenir entraîneur. Tu passes tes diplômes, tu passes ta certif, tu obtiens tes diplômes. Voilà, tu peux être entraîneur. Mais est-ce que tu es compétent? C'est deux choses différentes. Entre être entraîneur et avoir les compétences, c'est deux choses différentes. Parce que pouvoir manager une équipe avec toutes ses qualités, ses défauts, ses égos, parce que c'est dur de manager, il ne faut pas croire. Hein, c'est un exercice très difficile. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être là où je vais être le plus utile. Ouais. Là où je ne vais pas être un poids, que ce soit pour l'équipe ou la fédération. C'est là où je vais apporter un plus. Si ce n'est pas pour apporter un plus, ça ne me sert à rien. Et ça ne sera ni bénéfique pour eux, ni bénéfique pour moi. Ça pourrait être à l'OM? Ça pourrait être à l'OM aussi, mais c'est dans la même, ça pourrait être à l'OM aussi, mais c'est dans la même configuration et c'est pareil. Si c'est pour être à l'OM, pour être à l'OM, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'être à l'OM pour apporter être utile et pour apporter quelque chose, pour apporter un plus au président, à l'équipe, aux joueurs, au staff. Je sais pas, mais être utile, c'est ça qui m'intéresse le plus. Il y a déjà eu une discussion là-dessus avec Pablo par rapport à ça, bah, écoute, parce Pablo, que Basile il est là, il est ambassadeur. Toi, Pablo, son désir, c'est vraiment de créer une famille avec cette équipe de Marseille et de pouvoir au moins faire rapatrier des anciens joueurs pour que au club, pour pouvoir aider le club à progresser, à évoluer. Et on a eu des discussions avec le président et il connaît ma position et je connais la sienne aussi. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est un très très grand président que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que même si on ne voit pas, et je lis des fois dans les médias, dans les journaux qui les suivent, beaucoup de critiques. Ouais. C'est un président qui donne beaucoup de sa personne pour le club. Ouais. Et on a pu le voir avec la formation, quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. On partait de très loin. Moi, quand il est arrivé Longoria, la formation à Marseille, elle était sur les rotules pratiquement. Il est venu, il a su restructurer tout ça, il a su remodeler tout ça. Et on a vu sur les deux dernières années, ça commence à payer, le résultat commence à venir. Parce qu'on a vu l'année dernière où les U19 et les U17, ils ont été très performants. Cette année, les U19 gagnent la Coupe Gambardella, ça faisait 45 ans qu'ils n'avaient pas remporté un titre. Et on voit que ça commence à porter ses fruits. Donc on voit tout le travail qui vient derrière, qui est un travail de l'ombre. Et c'est un président qui donne vraiment beaucoup pour l'OM. Dernière question de ma part. Souvent tu es au Vélodrome? Tout le temps. Avec ta famille, avec les enfants? Mon fils qui aime beaucoup l'OM. Et joue au foot? Il joue au foot pour le plaisir, mais je ne suis pas le genre de parent qui va être là derrière son fils. Moi, mon fils, je lui laisse libre. S'il veut jouer au foot, il joue au foot. S'il ne veut pas jouer au foot, il jouera pas au foot. Il faut que ce soit comme ça tous les parents. Moi, je veux qu'il soit heureux. Il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il prenne du plaisir, il faut qu'il s'amuse. C'est le plus important pour moi. Si c'est dans le foot, tant mieux, je vais l'encourager, je vais le pousser. Si c'est pas dans le foot, ça sera pas dans le foot. Moi, mon fils, je l'aimerais même si demain il est, je sais pas, il a un autre métier où ça sera pareil. Mon amour, il va pas changer pour lui. Et moi, tout ce que je souhaite pour mon fils, c'est qu'il soit heureux. Voilà, tout simplement. Ibou, magnifique. Ta question? Ma question, oui. J'avais dit qu'il n'y avait pas de questions pièges, mais bon. La dernière, allez, on y va. T'es prêt? Allez. Il faut y aller là. Parce que moi, j'ai une question piège. Vas-y, Ryan, pose ta question. 1 minute et on a fini.
Je sais pas si tu vois ce que c'est la Kings World Cup. Ouais. Et parce que eux, c'est des vieux, je pense qu'ils connaissent pas. Les vieux. T'as vu comment il nous a classés là? Mamad, il est jeune, c'est ça? Ils savent pas ce que c'est. Mais parce On que va s'occuper de lui après. t'as dit que tu connaissais bien Samir Nasri Ouais. et tout, je sais pas quoi, Ouais. et c'est lui qui a un peu a popularisé ça un peu, on va dire, avec Amine. Avec Amine Mathieu. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, ils sont au Mexique. Et j'aimerais savoir si déjà toi, t'aurais voulu faire. Et est-ce qu'ils t'ont contacté? Parce que j'ai vu beaucoup. Il y en a, ils ont dit Paul Pogba, ils vont ramener Paul Pogba, ils vont ramener Mamadou Niang. Et il y en a eu beaucoup qui ont cité ton nom. En mode, ouais, ce serait bien de le ramener et tout. Le Parce que... show foot. Non, je pense que s'il m'avait contacté, j'aurais plus aimé apprécier le faire en étant dans le staff. Ouais, Donnant des conseils sur le terrain parce que j'ai suivi leur match, même le dernier match, je l'ai suivi. Ils ont perdu malheureusement penalty à. ils ont fait une remontada. Ouais, ils ont fait une remontada, mais ils ont pu ne pas la faire s'ils n'avaient pas perdu au goal à goal. Ouais. Ils ont perdu 3-0 goal à goal. Il était chaud, leur mec. Voilà, le Mexicain, Ouais. il avait une patte gauche qui était incroyable, donc c'est lui qui a creusé l'écart. Ouais. Alors qu'en termes de contenu, sur le jeu, la France a dominé tout le match. Et c'est vrai que sur ces petits conseils-là, peut-être que j'aurais apporté ma petite touche en disant que voilà, faut mettre plus ce joueur-là parce que ça frappe les meilleurs, etc. Mais intégrer l'équipe, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est très bien, c'est-à-dire de mettre des joueurs déjà qui ont du talent, qui sont jeunes, qui ont envie, qui sont motivés et qui courent parce que c'est des conditions que c'est pas facile. Le premier match, il faisait 40 degrés dans un entrepôt. C'est vrai que le deuxième match, c'était beaucoup plus frais pour eux. Mais non, je pense qu'ils ont fait une bonne sélection. Ils ont mis des joueurs qui étaient pas sous contrat professionnel, du coup, des joueurs de CFA, des joueurs de N2, N3. Et c'est mieux de le faire comme ça que de ramener plusieurs professionnels ou anciens professionnels parce qu'on a déjà connu, nous sommes connus dans nos carrières ça. Et pouvoir ramener des jeunes qui n'ont pas encore connu ça, participer à un voyage, à un tournoi de cette envergure qu'est la Kings League World Cup, c'est quelque chose d'incroyable et je préfère que ça soit fait comme ça l'a été fait. Il va avoir Adil Rami en plus. Il n'a pas eu le temps de s'inscrire. Il n'a pas été là. Il faut qu'il parte. Il y a les équipes qui attendent le coup d'envoi. Voilà. Dernière question très simple, très voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? La santé. J'ai la santé Niveau à foot. moi, à ma famille. Ouais. Réussite Niveau foot. professionnelle, ouais. Niveau foot, pourquoi pas. Mais, Les projets. mais le plus important, c'est la santé. Moi, Tout va bien? tant que tout va bien, que ma famille se porte bien, pour moi, je suis heureux comme ça. Toujours encore ballon? Pour le plaisir, surtout des fois Avec pour tes des matchs. potes, Non, plus pour des matchs caritatifs. Ok. La dernière fois, on a fait un match pour les 100 ans de Bordeaux. Tous les fonds qui ont été récoltés, c'est pour une association. C'est ça. Cool. Pareil, la dernière fois qu'on était à Fos. Moi, quand on m'appelle pour un match caritatif, je suis le premier à accepter et y aller. C'est pour ça que voilà, je joue pas trop avec mes potes ou je fais plus trop de five. Mamad, on va organiser un match caritatif avec tous les joueurs qui ont passé ici. Ok, Tout vient? ça va. Allez. On prend le rendez-vous, hein? Hein? Si les fonds sont réservés à une association, avec plaisir. C'est pour une asso. Avec bon, plaisir. Mamad, Merci tu valides? beaucoup. félicitations Merci beaucoup. pour ton parcours. Merci d'être gentil. venu. À dire, Avec merci. plaisir. Arena Podcast, dans les coulisses du football, aujourd'hui, on a eu l'honneur de rencontrer une star, une personne qui t'a touché. Complètement. Voilà, parce que tu es né en France, donc tu connais très bien l'OM, comme le Paris Saint-Germain et toutes les équipes. Moi, j'ai découvert le parcours de Mamad. C'est un plaisir, quoi. Un grand plaisir. Et puis beaucoup de choses simples sur ce qu'il a évoqué. Humble. Il est venu ici, Et il a humble, accepté. et très humblement. Et donc voilà, donc c'était un moment de partage avec lui extraordinaire. Likez, comme dirait Beto, la fusée n'a pas de Marche arrière. Et nous, On va arriver à on continue à avancer. Abonnez-vous, Arena Podcast sur tous les réseaux sociaux. Ça suffit de taper ça et vous retrouvez les pages, likez, partagez ça avec le monde du foot. Complètement. Okay? On compte sur vous, on a besoin de vous pour avancer et continuer à amener des personnes comme Mamad sur le plateau. Exactement. Allez, ciao, ciao les amis. Ciao. Allez, cool.